Quand on est fan de parcs, certains endroits nous font vraiment rêver, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. De notre côté, on a eu déjà la chance de visiter quelques parcs qu'on a vraiment toujours voulu faire. Que ce soit en Floride ou en Californie, et évidemment, Universal Studios Hollywood en fait clairement partie. En plus d'être passionné de parcs, on adore tout ce qui touche au cinéma. Alors, poser enfin les pieds à Hollywood, ça fait vraiment son petit effet. Aujourd'hui, on vous emmène dans ce parc légendaire, où les films prennent vie et où les attractions nous plongent dans des univers qu'on adore. Et attention, on le fait avec la VIP Experience. Allez, c'est parti! Alors, avant que la vidéo commence, nous tenons quand même à remercier Boubou sans qui on n'aurait jamais pu faire la visite VIP. Et si ce n'est pas encore déjà fait, allez vite vous abonner à sa chaîne, vous pourrez revivre tout notre trip à l'est des États-Unis à travers ses vlogs. Notre visite a eu lieu le 19 février 2024 sous un magnifique soleil californien. C'est totalement faux, il a plu absolument toute la journée. Le parc se situe à Universal City, au nord de Los Angeles, car oui, ils ont leur propre localité. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de parcs d'attractions, mais le côté parc est limite secondaire ici. La principale attraction, c'est clairement les studios en eux-mêmes. Dès les premières années d'Universal en Californie, en 1915 plus précisément, il était possible de visiter et d'assister à des tournages en gradin. Mais à la fin des années 20, le tour des studios original a été arrêté par l'émergence du cinéma parlant et le manque d'insonorisation sur les plateaux. Il faudra attendre 1964 pour que les portes soient à nouveau ouvertes au public et sous une toute nouvelle forme, un tram tour parcourant les studios avec différentes attractions et animations sur la route. Le parc était officiellement inauguré. Au fil des années, le tram tour a évolué en même temps que l'industrie cinématographique et le parc a pris forme avec de nouvelles attractions en plus du tram tour. Universal Studios Hollywood s'est donc développé en ce sens année après année jusqu'à devenir le parc que nous connaissons aujourd'hui. Avec la VIP Experience, on a été accueillis dès le matin dans le lounge privé dans une ambiance très classe avec une déco rappelant de nombreux classiques du cinéma. Sur place, on a eu le droit à un buffet de petit déjeuner avec viennoiseries, fruits, yaourts. Il y avait également des baumes à lèvres, des lingettes et des ponchos en libre service. De nombreux personnages étaient là pour nous accueillir comme Dracula ou encore Doc de Retour vers le futur et ça, nous, on dit oui, car on adore les rencontres personnages. Et heureusement qu'ils étaient là, hein, parce que malheureusement, dans le parc en lui-même, on en a croisé que très peu à cause de la pluie. Cet accueil était aussi le moment de rencontrer notre guide pour la journée, à savoir Billy. Et vraiment, on peut déjà vous dire qu'il était excellent. Il était vraiment passionné par ce qu'il faisait, c'était vraiment génial de l'avoir. On tient encore à lui dire un grand merci pour cette journée. Après s'être présenté ainsi que son master plan pour le déroulement de la journée, on a traversé le parc pour directement rejoindre notre bus pour le tour VIP des studios. Le Studio Tour est vraiment l'occasion de plonger dans les coulisses du cinéma, et franchement ça vaut vraiment le détour. On passe devant des décors mythiques comme les rues de Desperate Housewives ou la maison de Psycho, ça fait vraiment quelque chose de la voir en vrai. On y voit aussi les décors de King Kong et les célèbres studios de tournage où le grand film prenne vie. Le tour alterne entre visite guidée des studios et attractions sur le chemin. Une des particularités de la VIP Tour, en plus d'avoir un petit bus privé à la place du tram, c'est qu'on a le droit de sortir par moment et de se balader à pied dans certains décors. Par exemple, on a pu voir de très près le fameux hôtel de ville de Retour vers le futur, un endroit qu'on a tous vu dans le film et qui reste mythique, on a même pu se prendre en photo devant. On a pu aussi se balader dans la New York Street ou encore la rue de l'époque victorienne où ont été filmées des scènes de films comme Murder, She Wrote, un autre classique. Un des décors que nous regrettons d'avoir jamais pu voir, c'est la fameuse scène de Chouville dans le Grinch. Les décors devenant trop vieillissants, ils ont fini par tout démolir en 2020 alors que ces derniers étaient utilisés jusqu'en 2017 pour les fameux Grinchmas. Je vous disais plutôt qu'il y avait des attractions au cours de la visite et autres animations. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir Norman Bates nous poursuivre avec son couteau à cause de la météo, mais nous avons pu faire les autres, en commençant par Flash Flood. Cette attraction est située dans un décor représentant un village mexicain et simule une inondation soudaine. Avec la pluie ce jour-là, ça rendait encore mieux. Une énorme quantité d'eau est déversée d'un coup, ce qui emporte les décors avec elle et ce qui rend super bien. C'est un set qui a été ajouté en 1968 et qui a été utilisé dans pas mal de films et même dans le clip Judas de Lady Gaga. Pour ce qui est des autres attractions, il y a deux attractions que nous connaissions déjà. Il s'agit de King Kong 360 et Fast and Furious Supercharged. Ce sont deux attractions que nous retrouvons également à Orlando en stand-alone, mais ici elles font partie du tour et on entre directement dedans avec le tram ou le bus.
Le principe des deux attractions est le même, on entre dans un tunnel dans lequel on nous dit de mettre nos lunettes 3D, puis il s'agit d'une aventure à 360 degrés avec des écrans et des effets de mouvement. King Kong 360 a remplacé King Kong Encounter en 2010, dans lequel on était nez à nez avec un animatronique de King Kong et une simulation de l'effondrement du Brooklyn Bridge. Très triste de n'avoir jamais connu ça d'ailleurs. Puis contrairement à Orlando, ici il n'y a pas l'animatronique géant et toute la théma autour de l'attraction, mais ça reste cool quand même. Pour ce qui est de Fast and Furious, c'est une des attractions que nous aimons le moins dans les parcs Universal. La licence nous parle pas et elle n'a pas très grand intérêt. Une autre attraction qu'on a pu faire, c'est Jaws, sur le port d'Amity, un des grands classiques du tour dans lequel on se retrouve nez à nez avec le requin du film. Et c'est très cool Jaws. Au cours du tour, on a pu passer à travers d'innombrables décors et même voir énormément de véhicules de films, comme ceux de Jurassic Park par exemple, ou ceux de Retour vers le futur. Ça fait toujours quelque chose de les voir en vrai. Les derniers décors en date qu'on a pu visiter, c'est ceux du film Nope de Jordan Peele, plus précisément ceux du parc d'attractions Jupiter's Claim. Normalement, il y a une animation avec des acteurs, mais pareil, à cause de la météo, ils l'ont pas faite ce jour-là. Après avoir fait le tour des studios, on a ensuite été conduit à l'accessoiring, qui fait partie de la VIP. À partir de là, interdiction de filmer. Il s'agit d'un énorme hangar où sont gardées énormément de décorations, de meubles, d'accessoires, etc. qui servent à créer les décors des films. Tout ce qui se trouve là-bas peut être loué pour les films et les clips musicaux. C'est un peu un immense Ikea pour le cinéma. En se baladant, on peut reconnaître énormément d'objets qui ont servi dans les films, par exemple le trône de Gladiator. On a aussi eu la chance de visiter un soundstage, c'est un immense bâtiment avec une isolation sonore pour pouvoir tourner des scènes avec le son directement. Ici peuvent être mis en place à peu près tout type de décor pour tourner dans des conditions optimales. C'est vraiment impressionnant de voir ça, le bâtiment est vraiment immense avec des systèmes d'éclairage et de son de partout pour avoir le meilleur résultat possible. Petite précision, la visite des studios en VIP, c'est pas une petite balade de 30 minutes, ça dure environ 2 heures, voire même un peu plus. Donc faut vraiment prévoir ce moment dans la journée si vous voulez en profiter à fond. Bref, c'est une immersion totale dans l'envers du décor et c'est vraiment un truc à faire si vous voulez voir comment la magie du cinéma se crée. On avait déjà fait le studio tour de Warner la veille, mais là c'est vraiment un cran au-dessus. La première attraction qu'on a faite après la visite des studios a été le DreamWorks Theater, où on y trouve un cinéma multidimensionnel mais sans lunettes 3D. C'est là où se trouvait avant l'attraction Shrek qu'on a malheureusement jamais eu l'occasion de tester, ni ici, ni à Orlando. C'est très dommage étant très fan de la licence Shrek. Bon, tant pis. Le nouveau thème de l'attraction est maintenant sur Kung Fu Panda depuis 2018. Déjà, première chose que l'on peut dire, c'est que le cinéma est magnifique. Rien que dans la file d'attente et dans la salle du pré-show, il y a énormément de références aux films de DreamWorks. On peut même y retrouver Pinocchio au guichet. L'attraction commence par un pré-show dans lequel on peut voir tous les personnages importants de plusieurs films de DreamWorks, avant d'avoir plus de contexte sur les aventures à venir avec Po. On a beaucoup aimé l'animation pour l'ouverture des portes avec le pêcheur du logo qui lance sa canne. La salle de projection est tout aussi magnifique avec pas mal d'ornements. Chacun a son propre siège multidimensionnel, c'est la grosse différence avec l'ancienne attraction sur Shrek qui avait que des rangées avec des sièges collés les uns aux autres. Le film en lui-même est aussi très sympathique avec pas mal d'action et d'humour. C'est une attraction qu'on a quand même pas mal aimée. Après, c'est clairement pas révolutionnaire, mais franchement, c'est à faire. Nous nous sommes ensuite dirigés vers une des zones phares du parc, je parle bien évidemment de la zone Harry Potter. Il s'agit d'une reproduction du village de Préolard que nous retrouvons dans les films. Celle de ce parc est l'une des dernières en date, n'étant ouverte que depuis 2016. La zone est très grande et vraiment immersive, on s'y croirait vraiment. Ça donne vraiment envie de se refaire un marathon des films et d'essayer de retrouver toutes les refs. Là aussi, c'est une zone qu'on connaissait déjà à Orlando, même si celle-ci est plus petite. À Hollywood, faut dire qu'ils sont beaucoup plus limités en termes de terrain, ils n'auraient vraiment pas la place de mettre un coaster comme Hagrid ou Dueling Dragons à côté. Dans la zone, on y retrouve l'auberge des Trois Balais ainsi que des petites boutiques exactement comme dans les films. Bien évidemment, on s'y est arrêté pour déguster une de ces fameuses bières au beurre qui sont quand même très bonnes, même si c'est assez cher quand même pour ce que c'est. Après, pour ce qui est du merch et de faire joujou avec les baguettes magiques, on s'y est pas trop attardé ce coup-ci puisqu'on avait déjà bien fait les Yankees à Orlando. Car oui, pour ceux qui ne le savaient pas, l'une des spécificités des landes Harry Potter, c'est la présence des boutiques Ollivanders dans lesquelles vous pouvez vous procurer votre propre baguette magique interactive. Si vous avez de la chance, vous pouvez même vous la faire remettre par un comédien lors d'un show inspiré par la scène de l'épisode 1. Puis même si vous voulez pas de baguette, je vous conseille de faire le show quand même, c'est toujours sympa. Perso, je l'ai déjà fait 8 fois dans 3 parcs différents et j'ai encore jamais été choisi. Au niveau des baguettes, il y a le choix entre des baguettes de personnages existants ou non. Il y en a même en édition limitée. Elles sont assez chères par rapport à la qualité, ça vaut pas une noble collection en termes de finition, mais elles sont plus destinées à l'expérience en elle-même qu'à la collection. Elles peuvent être utilisées un peu partout dans le land pour interagir avec des éléments de décor, c'est vraiment un très gros plus en termes d'immersion. Et tout au bout de cette grande allée que forme le village de Préolard, on y retrouve le fameux château de Poudlard qui est vraiment très impressionnant.
Ça fait toujours bizarre quand on se retrouve devant quelque chose qu'on a passé des années à voir dans un écran. Et à l'intérieur de ce château se cache un dark ride qu'on adore. Il s'agit de Forbidden Journey. Il utilise la même technologie que Danse avec les robots au Futuroscope, donc les robots coasters de chez Kuka, mais à la différence de ce dernier, les bras robotisés suivent un circuit, ce qui donne quelque chose d'unique. L'immersion est vraiment partout. La file d'attente en elle-même est déjà une attraction en quelque sorte. On traverse les différentes salles de l'école comme la serre de Madame Chourave, le bureau de Dumbledore, la salle de défense contre les forces du mal, la salle commune de Gryffondor, etc. Dans chaque salle, on peut y croiser des personnages emblématiques des films et même le Choixpeau qui nous donne les consignes de sécurité. Arrive ensuite le moment d'embarquer. Nous sommes donc installés par groupe de 4 dans des sièges représentant des bancs enchantés. L'attraction commence réellement après notre rencontre avec Hermione qui nous lance de la poudre de cheminette pour nous faire décoller vers l'observatoire. À ce moment-là, nous découvrons plusieurs lieux emblématiques d'Harry Potter. Après s'être fait pourchasser par un dragon appartenant à Hagrid, nous nous retrouvons perdus dans la forêt interdite qui, on va pas se mentir, va mettre mal à l'aise plus d'un arachnophobe. On fait également la rencontre du fameux Saul Connier qui ne manque pas d'essayer de nous amocher. On se retrouve ensuite en plein milieu d'un match de Quidditch où nous nous faisons attaquer par des détraqueurs. Bien évidemment, l'attraction se termine bien pour nous car nous sommes sauvés par Harry qui les fait fuir avec Expecto Patronum. C'est vraiment une attraction unique en son genre, mélangeant sensation avec ce ride system, très bonne en termes d'immersion que ce soit dans les décors, les animatronics et même les écrans. En temps normal, on n'est pas fan des écrans dans les Dark Rides, mais là, on trouve qu'ils sont vraiment très bien utilisés. Cette attraction date de 2016 et l'original à Orlando de 2010, et pour avoir fait les deux, cette attraction est vraiment toujours aussi révolutionnaire. Après, c'est une attraction qui peut être assez difficile pour les personnes souffrant de mal des transports. On a beaucoup entendu de retours de gens qui se sentaient pas hyper bien dedans. Mais nous, en tout cas, on a adoré et on le recommande pour tous ceux qui aiment les Dark Rides et l'univers d'Harry Potter. En face de cette attraction, par contre, se trouve un petit coaster familial de chez Mack Rides. Flight of the Hippogriff est un Youngstar Coaster datant également de 2016, le même type de coaster que Pegasus à Europa Park. Bon, je préfère quand même largement Pegasus, surtout grâce à sa première drop. Celui-là est très familial. La thématisation est jolie comme dans le reste du land, on y retrouve la maison d'Hagrid avec un très bel animatronique de Buck. Même s'ils ont le même nom et la même théma, c'est pas du tout le même coaster que celui d'Orlando, qui est lui une rethématisation d'un vieux coaster vraiment pas agréable de chez Vekoma qui s'appelait Flying Unicorn avant. Bref, pour nous ça fait plus un et on passe à la suite. Après toutes ces émotions, il était temps de manger. Nous avions un créneau réservé pour tout le groupe de Billy à 13h10 au Margaritaville qui se situe en dehors du parc dans le City Walk. Normalement, le repas du midi se fait dans le restaurant français du parc, mais bon, il est en travaux jusqu'en avril et honnêtement, c'était pas plus mal. On avait franchement pas envie de manger français aux États-Unis. Notre guide nous a fait couper à travers les backstage du parc pour y aller. Et du coup, on a pu voir où se restauraient les employés, les allées de service, etc. Et bien évidemment, en tant que fan de parc, ça fait toujours plaisir de voir l'envers du décor. Le Margaritaville a un thème tropical avec beaucoup d'éléments qui rappellent les îles et les vacances, c'était vraiment très joli. Au niveau de la nourriture, on avait accès à un buffet d'entrée et de dessert assez varié, et pour les plats et les boissons, c'était du service à table. Alors pour ma part, j'ai pris le Cheeseburger in Paradise. Petit cheeseburger assez basique avec des tomates, cornichons américains, salade et Paradise Island sauce. Simple mais franchement efficace. Et quant à Wolfie, lui, il a pris le Black Knit Salmon. C'était un petit saumon avec de la sauce à la mangue, du riz islandais et des haricots noirs. Il a trouvé ça vraiment bon. Franchement, on recommande ce petit restaurant. Après s'être bien régalé au restaurant, nous nous sommes dirigés vers une attraction emblématique du parc, les Simpsons. Une attraction que nous avions déjà eu l'occasion de tester à Orlando l'année d'avant. Il s'agit d'un cinéma dynamique ouvert en 2008 du constructeur Intamin. Déjà, rien que l'entrée de l'attraction est très impressionnante avec cette grande porte en forme de tête de Krusty le clown qui a l'air très accueillant. La file d'attente est très grande mais assez vide à part quelques écrans par-ci par-là qui se battent en duel et qui diffusent des extraits d'épisodes de la série où on voit Krusty Land. Une fois toute la file d'attente traversée, nous nous retrouvons dans une grande salle avec de faux stands tenus par des personnages phares de la série comme Apu ou Willy le jardinier, et nous attendons qu'un opérateur nous indique à quelle porte nous rendre pour découvrir le pré-show. Le pré-show est présenté sous la forme d'un épisode où il nous raconte une nouvelle aventure de notre famille américaine préférée,
Même les consignes de sécurité sont données par Itchy et Scratchy. On a trouvé l'histoire vraiment cool et le pré-show est très fun, vraiment à l'image de la série. Une fois le pré-show terminé, on entre dans une petite salle où notre véhicule nous attend. Une fois à bord, le véhicule monte à environ 3 mètres au-dessus du sol, dans un dôme gigantesque où l'attraction commence réellement et où nous découvrons Krusty Land. Bien que le film ait pris un sacré coup de vieux avec les images de synthèse qui sont vraiment d'époque, le ride system est vraiment original et vraiment cool à rider. Bon, ça secoue un peu quand même. Malgré tout, ça reste une très bonne attraction encore à l'heure actuelle. Après nous être bien éclatés à Springfield, nous décidons de prendre l'escalator pour descendre d'un étage, car oui, Universal Studios Hollywood a la particularité d'être sous forme d'étage avec des escalators pour accéder à la deuxième partie du parc. Et c'est donc avec la zone Jurassic World qu'on a décidé de commencer la visite de la partie basse du parc. La zone est très différente de celle d'Islands of Adventure et aussi beaucoup plus petite puisqu'elle ne compte qu'une attraction. Il s'agit d'un shoot de chute Intamin commun à ceux d'Orlando et d'Osaka. Celui-ci étant le premier à avoir ouvert en 1996. Jusqu'en 2019, il était connu sous le nom Jurassic Park The Ride. Mais le land a été rethématisé pour célébrer les 25 ans des films lors d'une opération nommée Countdown to Extinction. C'est alors devenu Jurassic World The Ride avec une théma basée sur les nouveaux films. Nous embarquons donc dans un grand bateau qui nous transporte dans l'univers de Jurassic World où nous rencontrons des dinosaures aussi vrais que nature. On commence par admirer le gigantesque Mosasaurus dans son bassin, puis on continue notre tour du parc à la rencontre de dinos inoffensifs jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche et qu'on commence à apercevoir des gyrosphères détruites et qu'on découvre que l'Indominus Rex s'est échappé. On poursuit ensuite à travers le royaume des T-Rex avant de finir sur une impressionnante descente de 26 mètres de haut pour échapper aux T-Rex et à l'Indominus Rex qui veulent tous faire de nous leur repas. Ayant déjà testé la version de Floride, il y a quelques petits passages que nous avions reconnus dans les deux versions, bien que les deux soient tout de même bien différentes. Dans cette nouvelle version, on peut y retrouver beaucoup plus d'écrans, notamment pour le bassin du Mosasaurus, contrairement à avant où il y avait presque que des animatroniques. Mais c'est très bien intégré et le rendu final est super propre. Bref, que ce soit Jurassic Park The Ride ou Jurassic World The Ride, dans tous les cas on vous la recommande, c'est une attraction à faire absolument. Après nous être fait attaquer par des dinosaures, nous avons décidé de partir à la découverte d'un coaster indoor mythique qui n'est autre que Revenge of the Mummy The Ride, ouvert en 2004. La même année que celui en Floride, bien qu'il n'ait pas grand chose en commun à part le nom. Le quai est orné de hiéroglyphes sur les murs et une grande statue de scarabée. Une fois à bord de ce qui semble être un chariot de mine, nous entrons dans un tombeau très sombre où nous retrouvons sur un écran juste au-dessus de nous le personnage de Gad Hassan, le gardien que l'on retrouve dans les films La Momie. Ce dernier nous prévient qu'il faut vraiment fuir pour notre vie avant qu'il se fasse attaquer par des scarabées. Nous continuons notre chemin vers un long couloir où des momies pas très sympathiques se mettent à nous suivre du regard avec des yeux rouges et des bras tombants du plafond qui essaient de nous attraper. Puis on se retrouve très vite dans la salle du trésor avec un écran où apparaît la tête d'Imhotep faite de sable qui nous dit de savourer les richesses de la vie éternelle avant de finir son monologue sur « Rejoignez-nous dans la mort éternelle ». Une version d'Imhotep en animatronique apparaît donc pour nous lancer sa malédiction et au même moment 2 soldats momies tombent du plafond pour faire flipper tous les passagers du train. Et c'est à partir de là que les sensations commencent. On est propulsé dans le noir avec de temps en temps des images de soldats et d'Imhotep en ultraviolet apparaissant aléatoirement sur le trajet. Le wagon se stoppe ensuite dans un cul-de-sac où les murs commencent à être complètement couverts de scarabées pour ensuite repartir en arrière. Quelques virages en arrière plus tard, le wagon s'arrête pour faire demi-tour et ensuite retour sur le quai. L'expérience générale de cette attraction est vraiment une réussite, bien que nous avons quand même un fait pour la version d'Orlando qui est un peu plus long avec 1 ou 2 scènes en plus. La thématisation est vraiment très poussée, que ce soit dans la file d'attente où nous avons pas mal d'interactions avec les décors, et dans l'attraction avec tous ces animatroniques et ces décors vraiment réussis. Quant au ride lui-même, il est vraiment efficace, il est relativement fluide et donne de bonnes sensations. Et puis ça reste une attraction mythique du parc, donc forcément c'est à pas manquer. Un peu plus loin de cette attraction se trouve l'attraction Transformers The Ride, un dark ride en 3D datant de 2012 assez unique grâce à son ride system. Nous pouvons retrouver le même type d'attraction à Universal Orlando avec évidemment Transformers et aussi The Amazing Adventures of Spider-Man. Lorsque nous rentrons dans le bâtiment, nous nous retrouvons dans la base du Nest comme dans les films. Il y a plusieurs écrans qui expliquent aux visiteurs leur prochaine mission qui est d'aider les Autobots à protéger l'artefact Allspark. On nous donne des lunettes 3D et nous nous dirigeons vers le quai d'embarquement où se trouvent les wagons nommés EVAC. Déjà rien que là, les wagons sont vraiment stylés, on n'a vraiment pas l'habitude de ça. Une fois embarqués, on est directement mis dans l'action en nous retrouvant nez à nez avec Ravage qui tient l'artefact dans les mains, avant d'être projeté par EVAC qui se met à tourner violemment pour faire face à Bumblebee qui se bat avec Sideways pour récupérer l'artefact. Après avoir traversé plusieurs salles en évitant de nous faire tuer par les Decepticons, nous récupérons enfin l'Allspark. Cette attraction mélange sensations assez vénères car on est réellement secoué dans tous les sens, et parfois assez violemment.
avec de très beaux décors de villes détruites et de la pyrotechnie avec carrément des lance-flammes et des écrans super bien intégrés, vraiment comme c'est le faire justement Universal Studios. Si vous aimez les dark rides qui vous donnent l'impression d'être littéralement sa chose, en vous faisant secouer dans tous les sens, et évidemment que vous aimez quand tout explose de partout, c'est vraiment l'attraction faite pour vous. Bon, après avoir fui les dinosaures, les momies et les Decepticons, on commence à être en manque de mignonnerie. C'est pourquoi on a décidé de remonter d'un étage pour aller découvrir la zone Illumination pour refaire le plein de cutitude. Et quoi de mieux pour ça que de découvrir la nouveauté 2021 de Secret Life of Pets, Off the Leash. En français, il s'agit du film Comme des bêtes. Déjà, le bâtiment est exactement le même que dans le film, c'est vraiment impressionnant. Lorsque nous entrons dans le bâtiment, nous arrivons dans le hall d'entrée de l'appartement où l'on voit des affiches annonçant une journée d'adoption. A partir de là, la file d'attente en elle-même est très bien thématisée, on peut carrément dire que c'est une partie walkthrough de l'attraction avant même d'embarquer. On se balade à travers l'immeuble, on y croise pas mal de personnages du film comme Norman le cochon d'Inde, Buddy le teckel et même Max et Duke, les personnages principaux. Et au fond du dernier couloir, décoré avec des cadres photos des maîtres et de leurs animaux, nous retrouvons l'emblématique Snowball, le lapin psychopathe en costume de super-héros. Il nous explique le plan pour que nous puissions nous faire adopter parce que oui, les petits chiots qui doivent se faire adopter, c'est nous. Une fois arrivés sur le quai, nous découvrons un entrepôt de livraison où les wagons dans lesquels nous embarquons sont eux-mêmes des boîtes en carton. Une fois à bord, nous parcourons la ville de New York avec Max et ses amis. En passant devant une boutique, on peut voir notre reflet et surprise, on est bien des toutous. Les animaux mettent le bazar dans tout le quartier, entre Pops qui utilise une grue pour soulever Duke et Chloé, Mel le carlin qui vole des saucisses dans un kiosque, Snowball accroché à un drone, plusieurs autres chiens font également des bêtises dans le quartier. S'ensuivent diverses scènes où on peut croiser les chats de gouttière, Snowball qui fait tout péter avec des feux d'artifice, avant de nous diriger vers le salon de toilettage pour nous préparer avant l'adoption. Les autres animaux profitent aussi de ce moment de détente avant de nous retrouver face à plusieurs écrans nous montrant notre version toutou en train d'être nettoyée et adoptée par une famille. Ce petit dark ride est vraiment très sympa, notamment au niveau des décors vraiment très ressemblants au film. Je pense surtout aux appartements dans la file d'attente ou au quartier de New York, c'est vraiment hyper stylé. Il y a évidemment plein de références au film et même aux autres films du studio. C'est une attraction idéale pour la famille et très calme par rapport au reste du parc. Attention, elle peut être restrictive, les véhicules sont pas très grands, Boubou en a fait les frais malheureusement. On a ensuite fait l'autre grosse attraction du land qui se trouve dans la maison de Gru dans l'univers de Moi Moche et Méchant. Minion Mayhem est un simulateur ouvert en 2014. A l'origine, l'attraction était en 3D, cependant depuis 2019, le parc a pris la décision de revenir à de la 2D. La file d'attente extérieure est très classique, il y a des écrans qui nous racontent un peu l'histoire des films Moi Moche et Méchant. Une fois qu'on entre dans le bâtiment, on se retrouve directement dans la maison de Gru, plus précisément dans son hall d'entrée où sur les murs on peut retrouver des tableaux de Gru avec les mignons, son arbre généalogique, un tableau de lui en mode Napoléon, des armes à lui et plein d'autres petits détails. Au fond de la pièce se trouvent des écrans où Gru nous explique à quel point c'est trop bien d'être un mignon et que grâce à la nouvelle création du professeur Nefario, on allait pouvoir devenir des mignons nous aussi. Dans ce pré-show, il nous explique aussi comment la machine fonctionne et comment va se passer la transformation en mignon. Après toutes ces explications, les filles de Gru qui étaient aussi présentes tentent de le rattraper pour lui donner leur cadeau d'anniversaire d'adoption. Cependant, elles n'y parviennent pas et décident finalement de le suivre pour l'aider à notre transformation et notre formation de mignon et aussi à lui offrir son cadeau. Une fois le pré-show terminé, nous avançons vers la salle de simulation et par groupe de 8, nous sommes dirigés vers nos sièges. Une fois installée, l'attraction commence par notre transformation en mignon et nous sommes directement envoyés sur le terrain d'entraînement. Et bien évidemment, comme toujours avec les mignons, rien ne se passe comme prévu et ça tourne à la catastrophe en mettant les filles de Gru en danger. Une fois le calme revenu et les filles hors de danger, elles finissent par enfin donner leur cadeau à leur père adoptif qui, lui, de son côté, leur avait réservé une grosse surprise pour cette occasion. Des portes s'ouvrent et nous dévoilent une véritable fête foraine construite par les mignons où nous y retrouvons des carousels, une grande roue, une montagne russe, etc. L'attraction se termine sur Gru qui nous remercie et nous félicite d'être d'excellents mignons avant que l'un d'eux déboule en fusée et fasse tomber la machine et nous retransforme en humains. Alors là aussi c'est une attraction qu'on avait déjà faite à Orlando, c'est clairement pas l'une de nos attractions préférées dans les parcs Universal mais c'est quand même sympa. L'histoire est fun et ça fait plaisir de retrouver les personnages des films. Elle plaira sûrement aux fans des films et aux plus petits mais c'est rien d'exceptionnel non plus quoi. Et enfin, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Il ne s'agit de rien d'autre que le fameux Super Nintendo World qui a récemment ouvert en 2023. Lorsque ce dernier avait ouvert, on avait littéralement pété un câble. Car étant fan de Nintendo, il était hors de question qu'on n'y mette jamais les pieds. Nous arrivons donc devant cet incroyable tuyau vert, exactement comme on les retrouve dans les jeux Mario. Et une fois dedans, l'intérieur du tuyau se met à s'illuminer de toutes les couleurs avec les mêmes bruitages que Mario lorsqu'il rentre dans un tuyau. Dès qu'on en sort du tuyau, on se retrouve dans le château de Peach. Et déjà rien que là, on en prend plein les yeux, c'est vraiment très joli. Et une fois qu'on en sort, c'est vraiment genre la claque. On se retrouve littéralement dans un jeu Mario.
Il y a des détails absolument partout, que ce soit les champignons géants, ou les animatroniques de Goomba ou de Koopa qui marchent au-dessus de nous, ou même la gigantesque plante. Et évidemment, sans parler de l'impressionnant château de Bowser qu'on retrouve tout au fond de la zone. Même si niveau météo, on n'a vraiment pas du tout eu de chance avec cette pluie et ce ciel très très gris, on a quand même pu se rendre compte à quel point c'était très très coloré. Dans cette très grande zone, on y retrouve une boutique avec que du merch de Mario, un restaurant et un dark ride. La particularité de cette zone, c'est qu'en plus de tout ce qu'on retrouve habituellement dans une zone de parc, c'est que c'est comme une très très grande aire de jeu. Lorsque vous vous rendez à la boutique, vous pouvez acheter un bracelet aux couleurs de votre personnage préféré. Et comme dit plus tôt, évidemment, nous sommes collectionneurs. On collectionne absolument tout ce qui touche à l'univers des parcs, donc bien évidemment qu'on en a pris un. Et notre choix s'est porté sur celui de Yoshi, qui est un des personnages préférés de Wolfie. C'est aussi un de mes préférés, hein, même si j'aurais préféré Daisy ou même Boo, mais malheureusement des bracelets de Boo, bah ça n'existe pas. Et avec ces bracelets, vous pouvez vous connecter à l'application Universal Studios Hollywood afin de pouvoir récolter des pièces dans toute la zone. On y retrouve un peu partout des petits blocs points d'interrogation et lorsque l'on tape en dessous, exactement comme dans le jeu, on peut récolter des pièces. Et en plus de ces blocs, il y a un peu partout des jeux interactifs comme par exemple celui-ci où vous devez éteindre le plus vite possible les réveils qui se mettent à sonner, ou encore celui-là où vous devez taper sur le bloc POW pour faire sortir la carapace et faire tomber le Koopa. À la fin de ces petites épreuves, nous obtenons des clés et avec celles-ci, nous pouvons accéder à un jeu spécial qui se passe dans le château de Bowser Jr. Bon, malheureusement, on n'a pas pu tout filmer dans cette zone parce que le dernier jeu est vraiment secret et ils y tiennent vraiment. Il y a même des opérateurs pour surveiller qu'on sorte pas le téléphone ou quoi. Mais franchement, on regrette absolument pas du tout notre achat, ça valait vraiment le coup. Après, c'est un peu comme la baguette, ça reste un coup et c'est bien pour ça qu'on en a pris qu'un seul. Bon. Assez plaisanté, passons aux choses sérieuses et dirigeons-nous vers le Dark Ride de cette zone qui n'est autre que Mario Kart Bowser's Challenge. Il s'agit d'un Dark Ride en réalité augmentée interactif et c'est vraiment à ne pas confondre avec de la VR parce que les deux n'ont rien à voir. La file d'attente de cette attraction regorge d'énormément de références au jeu, c'est vraiment affolant. La première salle qu'on franchit fait référence au jeu Yoshi's Island. Lorsque nous montons en haut des escaliers, nous nous retrouvons en extérieur direction l'entrée du château de Bowser. Lorsque l'on rentre dedans, on se retrouve nez à nez avec une imposante statue de lui, on se croirait vraiment dans les jeux. Et franchement, rien que de traverser la file d'attente, ça m'a vraiment beaucoup ému, car j'ai vraiment grandi avec les jeux de Mario, et de se retrouver ici, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça ne laisse pas indifférent. Ça m'émeut, ça me met en syncope. On en prend vraiment plein les yeux et chaque passage dans cette file d'attente, on découvre toujours de petits détails qui nous rappellent soit Mario Bros, soit Mario Kart. Un peu plus loin, nous découvrons à ce qui s'apparente à une grande bibliothèque avec au centre de la pièce le trône de Bowser. Et encore un peu plus loin, on peut retrouver une sorte de laboratoire où sont fabriqués tous les monstres des jeux comme le Mecha Koopa ou encore les Bob-Bombs. Dans la salle juste après celle-là, nous retrouvons une usine à monstres où l'on retrouve justement des chariots remplis de monstres mécaniques. Et ensuite, nous retrouvons la salle de briefing avec les tenues de course des personnages principaux accrochés au mur et des écrans nous racontant l'histoire de l'attraction qui n'est autre que Bowser qui a proposé à Mario de faire la course. Course qui se ferait par équipe, avec la team de Mario, donc la team des visiteurs, et la team de Bowser. Une fois terminé, nous récupérons nos casques de réalité augmentée et nous descendons jusqu'au quai. Nous montons donc à bord de cartes comme on en retrouve dans les jeux et nous partons pour faire la course. En face de chaque visiteur se trouve un volant que l'on peut tourner et utiliser pour lancer des objets comme des carapaces sur les compagnons de Bowser pour gagner des pièces. Dans cette folle course, nous redécouvrons les lieux emblématiques comme le château hanté de Boo, ou alors sous l'océan avec les Chip-Chip qui s'y baladent et le gros océan qui nous attaque, ou encore dans les airs avec les bouches qui nous soufflent dessus, pour enfin nous retrouver face à notre ennemi Bowser sur lequel on doit tirer pour qu'il nous attaque pas. Et une fois vaincu, nous prenons la célèbre et surtout redoutée route arc-en-ciel pour un dernier circuit vraiment très coloré et très très beau. L'attraction se termine sur la ligne d'arrivée et le tableau des scores qui apparaît. Donc sur ce tableau des scores, soit la team Mario gagne, soit la team Bowser gagne. Et là pour le coup, après 3 tours, je pense que la team Mario a gagné qu'une seule fois. Et bien évidemment, comme toute bonne attraction qui se respecte, la sortie se fait par la boutique. Alors pour notre part, on a vraiment beaucoup aimé cette attraction, mais cependant, il y a quand même quelques petits trucs qu'on aurait aimé voir. Déjà, lorsqu'on nous parle de course, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de la vitesse, ce qui malheureusement, il n'y a pas du tout dans l'attraction. Après, nous savions à quoi nous attendre, c'est surtout une attraction axée très famille, mais bon, quelques petites accélérations auraient été quand même les bienvenues. On pense notamment au début de la course avec le décompte, ou encore sur la route arc-en-ciel. Aussi, au niveau des casques de réalité augmentée, on s'attendait à un peu plus de cohérence. C'est vrai que par moments dans l'attraction, ça fait vraiment très brouillon, mais cette attraction est vraiment cool à faire déjà pour sa technologie unique et aussi pour ses décors à couper le souffle.
Et comme dit plus tôt, on se croirait réellement dans les jeux, donc on peut que vous recommander cette attraction. Une fois sorti de l'attraction pour la 3e fois de la journée, il était déjà l'heure de manger. Nous nous sommes donc tout naturellement dirigés vers le restaurant de la zone qui est le Toadstool Café. Déjà de l'extérieur c'est vraiment adorable, on dirait vraiment les petites maisons champies des Toads comme on retrouve dans les jeux Super Mario Bros. Une fois à l'intérieur, on nous remet le menu et nous nous dirigeons vers la caisse pour commander. Une fois la commande passée, on nous remet un chevalet exactement comme au McDo et nous choisissons une table où nous attendons d'être servis. L'intérieur est vraiment incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un restaurant qui est tenu par les Toads. Et sur les murs, il y a des écrans pour nous montrer l'intérieur des cuisines où l'on peut les voir préparer à manger. Et sur d'autres écrans, on a une vue sur le royaume champignon comme si c'était des fenêtres. Et en plus, par moment, il y a de l'interaction dans toute la salle avec les lumières qui deviennent plus ou moins bleues lorsque l'on voit Bowser arriver à travers la fenêtre. C'est excellent. Concernant le repas, pour ma part, j'ai pris le burger Mario avec du steak, du bacon, des champignons, de la salade, des tomates et du fromage américain. Un délice. Et Wolfie, quant à lui, il a pris le burger Luigi avec du poulet, du pesto de basilic, du fromage suisse et du basilic. Il a beaucoup aimé. Et les 2 menus étaient accompagnés de frites. Niveau tarif, on a trouvé ça relativement correct pour un restaurant de parc. On en était à 16 $ environ par personne. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ce petit restaurant. On vous le recommande vivement pour votre prochaine visite si ce n'est que pour l'ambiance et la beauté des décors. La zone Super Nintendo World regorge d'énormément de détails. On pourrait facilement y passer des heures juste pour retrouver les références à des jeux. Nous espérons vraiment que dans les années à venir, que ce soit ici ou dans d'autres parcs, une exploitation des autres licences de Nintendo. Personnellement, je rêverais vraiment de retrouver une zone sur The Legend of Zelda, dans un des parcs n'importe lequel. Et Wolfie, grand fan de Pokémon qu'il est, c'est certain qu'il aimerait faire des attractions sur Pokémon. Nous, maintenant, on a juste super hâte de découvrir le land, que ce soit au Japon ou à Orlando à Epic Universe, afin de découvrir la petite balade de Yoshi, et bien évidemment le coaster sur Donkey Kong. Et voilà, c'était notre expérience VIP à Universal Studios Hollywood. Franchement, si vous êtes fan de cinéma et de parc, c'est clairement une visite à ne pas manquer. Entre l'accès exclusif, les attractions sans file d'attente et la visite des coulisses, on a vraiment eu l'impression de vivre quelque chose d'unique. Bon, c'est sûr, l'expérience n'est pas donnée, mais honnêtement, ça en vaut vraiment la peine si vous voulez vivre le parc autrement et profiter d'un confort top niveau. Alors si vous avez la chance de le faire, foncez, vous serez pas déçus. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner et surtout dites-nous-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!